Je vous propose de commencer ce séminaire qui va porter cette fois sur la réussite des études de droit. On va vous donner plein de conseils ce soir pour réussir les études de droit, même si évidemment, vous vous doutez bien, pas en une heure et demie de séminaire qu'on peut tout vous expliquer. Donc c'est relativement synthétique ce que l'on va vous dire. Et puis ensuite, il faut approfondir tous ces conseils, y revenir et sachez que évidemment, après cette réunion, on reste disponible pour répondre à vos questions si toutefois vous en avez. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça en fin de réunion pour vous dire comment vous pourrez Super. nous contacter. Alors, tout de suite, eh bien, Ok. je vous propose tout de suite de vous présenter tout d'abord Dorothée Goetz, qui est enseignante donc en droit pénal et en procédure pénale à Mission Droit et qui nous fait le plaisir de nous accompagner ce soir pour vous expliquer comment réussir les études de droit. Dorothée a une immense expérience dans l'accompagnement des étudiants en droit et elle accompagne des dizaines et des dizaines d'étudiants chaque année depuis de nombreuses années. Dorothée, si tu veux peut-être compléter cette présentation. Merci Mathieu. Eh bien, effectivement, ça fait plusieurs années que j'interviens donc dans l'accompagnement, particulièrement des premières années. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions et à tout ce qu'on évoquera durant ce séminaire. Merci beaucoup, Fanny. Donc, n'hésitez pas aussi, Fanny, Dorothée, pardon, n'hésitez pas à poser vos questions donc à Dorothée ou à moi. Et Clara également nous accompagne ce soir. Pour ceux qui ont assisté au premier séminaire de l'étudiant en droit que nous avons donné il y a un mois, vous avez déjà eu la joie de rencontrer Clara, qui est donc étudiante et qui a obtenu un Master 2 à Paris 2 et qui, en ce moment, est en pleine préparation du concours de l'ENM, mais elle a quand même réussi à dégager un petit peu de temps dans sa préparation pour nous rejoindre ce soir. Un grand merci, Clara, donc, d'être là ce soir pour nous accompagner. Avec plaisir. Bonsoir à tous. On va répondre à toutes vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Clara. Et je précise que Clara est également tutrice à Mission Droit. Et donc, à ce titre, elle accompagne nos étudiants, elle les coach en quelque sorte, elle leur donne ses conseils d'étudiants, ses petites astuces, et puis voilà, elle les accompagne aussi presque, j'ai envie de dire, psychologiquement, c'est-à-dire que voilà, c'est un vrai soutien pour les étudiants qui adorent que Clara prenne de leurs nouvelles. Alors, sans plus tarder, eh bien, je vous propose de démarrer ce séminaire. Tout d'abord, réussir les études de droit. Eh bien, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que c'est possible. C'est possible de réussir ces études de droit pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les cartes sont rebattues. Ce que je veux dire par là, c'est que les études de droit sont des études qui sont un peu à part, en ce sens que vous n'avez pas réellement fait de droit en terminale. Et pour vous, à cet égard, c'est donc une nouvelle matière. Et on a des étudiants qui étaient des étudiants relativement moyens en terminale et qui se révèlent être d'excellents étudiants en droit. Malheureusement, l'inverse peut également exister, c'est qu'on a des étudiants qui pouvaient être très bons en terminale et qui se révèlent être un peu moins performants en droit et qui doivent peut-être songer à ce moment-là à changer de filière. Je ne veux pas faire de négativisme, mais simplement pour vous dire que les cartes sont rebattues et que c'est important que vous disiez que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir. Ensuite, il y a alors peut-être juste Clara, si tu veux donner ton impression de ce que je viens d'expliquer par rapport au passage de la terminale au passage des études de droit, puisque toi, tu as vécu en fait cette transition il y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai que quand on passe de la terminale à la première année de droit,
on arrive dans un environnement qui n'est pas du tout le même. On l'avait déjà dit lors de la première réunion, mais je pense qu'il est important de le redire, c'est il y a une certaine autonomie qu'on doit adopter dès qu'on arrive à la fac, parce que personne sera derrière nous pour nous demander de travailler ou pour nous pousser à réviser certaines matières plutôt que d'autres, à prioriser des matières un peu plus importantes. Mathieu en parlera peut-être, la distinction entre les matières fondamentales et les matières complémentaires. C'est pour ça aussi que j'ai certains étudiants dans le cadre du tutorat qui m'appellent et qui me demandent comment ils peuvent s'organiser au niveau de leur travail. C'est quelque chose qui se met en place et qui doit se mettre en place dès la première année et qui peut qui doit se travailler tout au long de la scolarité à la fac. Hmm. Et toi, tu étais plutôt une étudiante, une bonne lycéenne? J'étais une lycéenne tout à fait normale, moyenne, c'est-à-dire qu'il y avait des matières dans lesquelles j'étais plutôt bonne et des matières dans lesquelles j'étais un peu moins bonne, D'accord? notamment en mathématiques. Mais c'est vrai que ça change du tout au tout. Je trouve la manière de travailler est vraiment différente et c'est important de le préciser. Hmm. D'accord. Bon, ça, c'est voilà, un premier point. Donc, les cartes sont rebattues. Et puis ensuite, il y a une deuxième raison, c'est que si vous faites des études de droit l'année prochaine, cela signifie que vous avez été sélectionné par Parcoursup et donc vous êtes totalement légitime en fait à être à la fac de droit. Donc c'est là aussi un point qui est important. Il n'y a pas de touristes en quelque sorte grâce à Parcoursup. Donc vous pouvez en fait vous faire confiance et vous pouvez considérer que vous avez votre place dans les études de droit. Ensuite, euh, c'est possible de réussir ces études de droit parce que les clés de la réussite sont à la portée de tout le monde. Ces clés de la réussite, eh bien, ils sont au nombre de trois. Et c'est un triptyque sur lequel je vais revenir régulièrement au cours de ce séminaire. Le premier point, c'est eh bien le travail. On va le voir quand même, les études de droit, ça demande de fournir une certaine quantité de travail. Donc, là, on ne va pas vous mentir, hein, c'est pas des études, on va dire, où on va pouvoir se reposer et valider ses années tranquillement d'une année sur l'autre. Si vraiment vous voulez réussir vos études de droit, il faut vous préparer quand même à fournir une certaine quantité de travail. Ensuite, le deuxième point, c'est que il faut avoir de la méthode. La méthode de travail, donc ça c'est évidemment quelque chose sur lequel on revient constamment quand on est en prépa. Il y a également des astuces de méthodes de travail que vous pouvez trouver dans des ouvrages, sur des sites internet, dans des tutos, etc. Évidemment, on va aussi ce soir parler un petit peu de méthode de travail avec Dorothée, avec Clara, mais voilà, il faut que vous disiez que voilà, la méthode, c'est quelque chose qui est hyper important. Et je parle de méthode de travail, mais il faut aussi penser à la méthode des exercices juridiques. Et un étudiant qui veut réussir ses études de droit doit impérativement travailler la méthode des exercices juridiques et la maîtriser. La méthode des exercices juridiques, c'est vraiment une clé très importante de réussite des études de droit. Et puis enfin, il y a un dernier point, c'est le vocabulaire juridique. C'est-à-dire qu'un étudiant pour réussir en droit, doit adopter le langage du juriste. Il est impératif que vous fassiez comprendre de la part de juriste et le juriste a une certaine manière de parler, non pas que en fait, le français soit différent, mais le vocabulaire est technique. Et c'est important de travailler son vocabulaire, un peu comme si on avait à travailler une langue étrangère. Et donc, à cet égard, ça permet de répondre. Un premier élément de réponse pour Nassima, est-ce qu'il faut avoir une grande capacité d'écriture pour aller en études de droit? Une grande capacité d'écriture, attention, Nassima, ce n'est pas forcément des études comme des lettres. Vous allez pas, on ne va pas vous demander de rédiger des romans. Simplement, ça reste quand même des études littéraires. Donc, il faut savoir écrire, mais ça s'apprend. Si vous pensez que vous avez une capacité rédactionnelle qui est limitée aujourd'hui, ça ne doit pas pour autant vous décourager.
Donc ça prend. Et puis surtout, le vocabulaire, ça prend. Donc, voilà, quelle que soit d'ailleurs votre impression sur vos capacités d'écriture, euh, vous devrez travailler ce point-là. Même si vous pensez que vous savez déjà bien écrire, je vous assure que ce ne sera pas suffisant et qu'il faudra quand même toujours vous remettre en question et chercher toujours à trouver le mot juste. Le juriste, c'est souvent quelqu'un vraiment obsédé par le bon terme, choisir le bon mot. Euh, voilà. Je réponds un peu à la volée aussi hein, les questions qui m'arrivent. Pour l'instant, il n'y en a pas encore trop, donc c'est possible. Est-ce qu'avec un bac STMG, on a des facilités ou des bases puisque l'on a déjà fait du droit? Alors pour Juliana, pour répondre très, on va dire directement, je dirais pas que vous avez des facilités en venant de STMG. La plupart des étudiants qui réussissent leurs études de droit viennent plutôt de filières tantôt économiques et sociales, tantôt littéraires, tantôt scientifiques. Euh, Cela dit, si dans votre parcours au lycée, vous avez eu l'occasion de travailler sur le droit, oui, évidemment que c'est très intéressant. Cela dit, je ne connais pas votre enseignant, je ne sais pas voilà, ce qu'il a pu vous enseigner, mais l'expérience montre quand même que c'est assez variable d'un lycée à l'autre quant à la qualité et le programme qui est suivi dans les études de lycée. Ce qui est attendu en droit est d'un niveau quand même nettement supérieur par rapport à ce que vous aurez fait au lycée. Donc, c'est une bonne chose que vous ayez eu cette initiation, mais il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers en vous disant que c'est bon, ce sera facile pour vous. Donc, ça restera quand même des études relativement difficiles parce que ça demande quand même beaucoup de précision. Donc voilà en fait les raisons pour lesquelles il me paraît possible hein, de réussir les études de droit. Et puis il y a un dernier point évidemment, c'est que il existe des prépas, et notamment des prépas comme Mission Droit, qui vous accompagnent. Et donc même si vous pensez que vous êtes un petit peu juste pour réussir vos études de droit, eh bien il y a ce petit coup de pouce que vous pouvez avoir en vous inscrivant dans une prépa. Donc ce que je vous propose à présent, puisqu'on a vu que c'était possible de réussir ces études de droit, eh bien, c'est de dérouler cette conférence en 5 conseils que l'on va vous donner pour réussir vos études de droit. Le premier conseil, eh bien, c'est de travailler sur les bons supports. C'est très important, on en dira quelques mots, mais il faudra investir hein, dans quelques supports pour réussir vos études de droit. Ensuite, il y a un deuxième conseil, eh bien, c'est d'organiser son travail. Conseil numéro 3, que on vous développera un petit peu, eh bien, c'est de soigner la note de contrôle continu. On verra que le contrôle continu, ça représente 50% de la note finale s'agissant des matières fondamentales. Maintenant, si vous avez suivi donc, notre première conférence, vous savez ce que c'est qu'une matière fondamentale. Le cas échéant, on pourra vous réexpliquer s'il y en a qui n'avaient pas assisté à cette première conférence et qui souhaiteraient avoir des éclaircissements. Mais s'agissant donc des matières fondamentales, il faut impérativement soigner votre note de contrôle continu. Puis ensuite, le conseil numéro 4 que je vous donne, eh bien, c'est d'assurer les partiels, évidemment, puisque si la note de contrôle continu représente 50%, il faut comprendre qu'évidemment, les 50 autres pourcents, c'est le partiel. Et donc, il faut aussi, à cet égard, assurer enfin, les partiels. Et puis enfin, le cinquième conseil que on voudrait vous donner, eh bien, c'est de prendre soin de vous parce qu'un étudiant performant, c'est un étudiant qui se sent bien dans sa peau. Et là aussi, il ne faut pas négliger cet aspect parce que moi, je vois beaucoup d'étudiants, enfin beaucoup, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, j'en vois chaque année, hein, depuis plus de 20 ans que j'enseigne, j'en vois chaque année qui sont de bons étudiants, qui fournissent beaucoup d'efforts, mais qui, en quelque sorte, si vous me permettez cette expression, explosent en vol parce que
ils oublient un petit peu de justement prendre soin d'eux et physiquement, en fait, ils ne tiennent pas ils ne tiennent pas le coup. Donc, il faut aussi arriver à trouver un équilibre. Ça demande beaucoup de travail, je vous l'ai dit, mais il ne faut pas, évidemment, non plus aller au surmenage. Donc, là aussi, c'est un conseil qui nous paraissait important de vous donner. Alors, on attaque le premier conseil, si vous voulez bien, eh bien, c'est de travailler avec les bons supports. Alors, de quoi parle-t-on? Le premier support dont il est question, eh bien, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, est-ce que c'est indispensable d'en faire l'acquisition? Alors, là-dessus, évidemment, les avis peuvent être, on va dire, partagés, sans doute. Euh, Probablement parce que, évidemment, pour un certain nombre d'entre vous, cela représente sûrement un budget et qu'on on aimerait pouvoir faire ça. Moi, pour vraiment vous dire les choses sans langue de bois, je pense que c'est indispensable d'avoir un ordinateur et ça n'est pas suffisant de pouvoir se connecter à un ordinateur, que ce soit un ordinateur des parents ou que ce soit un ordinateur qu'on on trouve à la bibliothèque. Il me paraît indispensable d'avoir un ordinateur ou au moins une tablette qui puisse servir de disque dur. Donc là, peut-être qu'on pourrait faire un tour de table sur cette question. Clara, Dorothée, parce que moi, mon avis est relativement tranché, mais peut-être que vous avez un avis différent. Alors moi, en ce qui me concerne, je te rejoins Mathieu parce qu'effectivement, c'est vrai que l'ordinateur, il a quand même plusieurs avantages non négligeables lorsqu'on commence ses études de droit. Premièrement, c'est qu'il va pouvoir vous servir de base de données pour plus tard, mais il va surtout, vous allez capitaliser tout le travail que vous faites durant le semestre pour votre galop d'essai durant le déroulement du semestre, mais également pour vos partiels. Donc, rien que pour cette raison-là, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a la question qui peut se poser de savoir prendre les notes de cours ou pas avec l'ordinateur. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais il y a aussi et surtout, j'ai envie de dire, la possibilité de se faire des fiches à l'ordinateur. Et ça me semble être une méthode qui a fait ses preuves depuis de très nombreuses années, les fiches, alors qu'elles soient manuscrites ou qu'elles soient à l'ordinateur. Mais c'est quand même essentiel pour, pour pouvoir apprendre ses cours, pour pouvoir les retenir et pour avoir vraiment les bonnes méthodes. Donc sur l'ordinateur, oui, effectivement, je pense que c'est un investissement qui est indispensable lorsqu'on démarre le droit. Clara? Je partage tout à fait vos deux opinions. J'ajouterais peut-être un petit supplément, c'est que pour ce qui est de la prise de notes en TD, je conseille quand même la prise de notes écrites, d'autant que certains chargés TD, en tout cas pour ma part, étaient totalement contre l'utilisation de l'ordinateur pendant les séances de TD, mais en CM, effectivement, la prise de notes à l'ordinateur est bien plus pratique parce que vous allez le voir, les professeurs ne s'arrêtent pas en cours de route. Vous pouvez lever la main, ils vont pas forcément répéter. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus pratique l'ordinateur pour, en tout cas, les cours magistraux. Alors, Clara, elle est complètement dans ses études, donc pour elle, CM, c'est évident, Oui, mais pardon, cours magistraux. les cours magistraux. Et donc, on est plusieurs, effectivement, souvent plusieurs centaines en amphi. Et là, il n'y a pas d'interactivité avec l'enseignant en cours magistraux. Et ce qui fait qu'il n'est pas interrompu et ce qui fait qu'il faut prendre note rapidement. Du coup, j'ajoute un dernier point, c'est que quand on parle de faire l'acquisition d'un ordinateur ou d'investir dans un ordinateur, on parle un ordinateur portable parce que vous allez quand même beaucoup vous déplacer et c'est important de pouvoir travailler partout là où vous vous déplacez. Donc, un ordinateur de bureau ne sera pas suffisant. Vous pouvez bien sûr avoir les deux, mais si vous avez seulement un ordinateur de bureau, à mon sens, ça n'est pas suffisant. Alors ensuite, il y a un autre outil qui sera évidemment indispensable
dès la L1, ça va être le micro de Ouais, mais Anne. c'est quand je dors, je me sens bien. Alors, attendez. Hop là, voilà. Non, il y a un micro qui ne veut pas se désactiver. Julia, vous pouvez désactiver le micro parce que je n'y arrive pas. Voilà, c'est fait. Oui, donc je disais donc un autre outil qui sera indispensable dès votre L1, eh bien, c'est l'acquisition d'un code civil. Le code civil, c'est l'outil de base du juriste, évidemment, peut-être un peu moins utilisé par les publicistes, mais en L1, L2, vous serez obligé de faire du droit privé et notamment donc, du droit civil, donc il faudra faire l'acquisition d'un code civil. Alors, pour que vous le sachiez, il y a deux éditeurs principalement qui éditent des codes civils. Dalloz, qui est le code civil rouge, et puis il y a LexisNexis qui édite un code civil qui est de couleur bleue. Donc vous verrez en amphi des étudiants qui ont le code civil rouge ou le code civil bleu. Alors souvent le code civil rouge, c'est un peu l'image d'Épinal du juriste, donc ça fait souvent très plaisir en fait aux étudiants d'avoir leur code civil rouge. Ils ont l'impression d'avoir un objet un peu précieux entre les mains, mais les deux éditions sont vraiment de très bonne qualité. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment, on va dire, moi, je n'ai pas vraiment de préférence. J'ai eu les deux. Disons que le code civil d'Allos, c'est vrai, est plus répandu, je crois, chez les étudiants. C'est encore le cas aujourd'hui, Cara? Oui, toujours, c'est toujours le cas, effectivement. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, hein, mais disons voilà, ils ont réussi à un peu à truster à truster le marché. Ensuite, il y a un autre outil. Alors, le code civil, évidemment, il faudra l'avoir. Il faudra apprendre à vous en servir. Alors, vous voyez, vous apprendre à vous servir du code civil, c'est typiquement ce que l'on fait dans un stage de pré-rentrée à Mission Droit. On passe plusieurs heures d'ailleurs à faire des exercices, à apprendre à chercher dans le code, etc. Comme ça, on arrive fin prêt. Au début de ces études de droit, on sait déjà utiliser le code civil et c'est une avance qui est très intéressante. Ensuite, il y a un autre outil qui est absolument indispensable, c'est l'acquisition d'un vocabulaire juridique, enfin d'un dictionnaire juridique. Et là, pour le coup, j'aurais un conseil à vous donner, c'est tout simplement d'acheter le vocabulaire juridique Cornu, qui est édité aux presses universitaires de France, parce que c'est en quelque sorte, c'est un petit peu la Bible des dictionnaires juridiques. Pour vous donner un exemple, quand on fait une thèse, généralement, ce sont les définitions du vocabulaire juridique cornu qui sont utilisées. C'est un peu les définitions autorisées. Donc autant travailler en fait sur l'ouvrage qui est le plus, on va dire, autorisé, qui a le plus d'autorité en matière de définition. Mais bon, là aussi, peut-être que Dorothée ou Clara, vous avez un avis différent sur les vocabulaires juridiques. Est-ce que vous avez utilisé ou est-ce que vous utilisez, vous, d'autres dictionnaires? Alors moi, à titre personnel, j'utilise également le cornu. Ce que je pourrais peut-être ajouter, alors plus sur le code, c'est que il y a vraiment deux choses à bien avoir à l'esprit tout de suite sur le code civil. C'est que le code civil, vous avez en fait tout dedans. C'est-à-dire que plus vous allez savoir l'utiliser, plus vous allez avoir des facilités, plus vous allez facilement résoudre les différents sujets qu'on va pouvoir vous proposer. Et la deuxième chose, c'est que le code civil, personne, je dis bien personne, ne le connaît par cœur. Et c'est jamais ce qu'on vous demandera. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de savoir l'utiliser. Et ça s'apprend. C'est pas forcément inné. Donc, c'est vraiment très, très, très important déjà, même avant de démarrer le droit, d'avoir bien ces informations à l'esprit parce qu'elles sont essentielles, à votre réussite. Cara, tu veux ajouter quelque chose? Pour la petite anecdote, j'ai toujours mon vocabulaire juridique Ah, sur mon bureau, donc non, je confirme totalement que ce soit pour le vocabulaire juridique ou même pour le code civil. Je parle en connaissance de cause. Là, j'ai encore quelques étudiants au téléphone dans le cadre du tutorat
qui n'ont pas forcément pris l'habitude dès la première année de bosser avec leur code ni avec le vocabulaire juridique. Et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place avec vous d'ailleurs, avec la prépa, euh, pour, euh, pour que ce soit un automatisme en fait, parce que c'est vraiment important pour les dissertations, pour les cas pratiques. Vous comprendrez bien assez vite les exercices juridiques, on en parlera plus tard, il me semble, Hmm. mais c'est très important. Très important d'avoir le bon vocabulaire, comme je vous l'ai dit en début de réunion, et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut apprendre les définitions dans le vocabulaire juridique connu, et puis passer d'une définition à l'autre. Voilà. Et c'est en étant curieux de cette manière-là que justement, vous allez beaucoup apprendre, mieux comprendre également votre cours, parce que je veux dire, si je devais vous donner aujourd'hui, ou en tout cas si on devait aujourd'hui me donner un texte à lire en allemand, je ne comprendrais rien parce que je n'ai pas le vocabulaire. Et puis plus je connaîtrais le vocabulaire adéquat, et plus je comprendrais le texte en allemand. Et bon, je pense l'exemple de l'allemand, mais ça peut donner un peu cette impression hein, au début quand on travaille sur un arrêt de la Cour de cassation ou même sur un manuel, de pas avoir l'impression que c'est écrit en français. Donc voilà, il faut absolument travailler sur le vocabulaire. Ensuite, il y a la question des manuels qui va se poser assez rapidement parce que au début de l'année, vos profs d'amphi vont vous conseiller d'acheter tel ou tel manuel et vont vous donner une bibliographie indicative en vous disant vous pouvez faire l'acquisition de l'un des manuels qui se trouve sur cette liste. Mais en réalité, on s'aperçoit souvent que il y a plutôt un manuel qu'il faut avoir plutôt qu'un autre. Et ça va varier suivant le prof que l'on a, suivant la fac dans laquelle on est. Et donc se pose assez vite la question de savoir quel est ce manuel dont il faut faire l'acquisition. Alors, euh, ça, c'est le ressenti hein, que ont les étudiants. Ensuite, quels sont les conseils que l'on peut donner par rapport à cela? Bon, d'abord, un premier conseil qui me paraît assez évident, c'est que si votre prof d'amphi est lui-même l'auteur d'un manuel de droit, vous ne posez pas 3 secondes la question, vous devez absolument acheter le manuel de votre prof de droit. Non pas parce que vous voulez l'enrichir, parce que rassurez-vous, c'est vraiment pas avec l'édition qu'un prof de droit s'enrichit, donc c'est vraiment pas ça l'idée, mais c'est parce que le droit, c'est une science humaine, ce n'est pas une science exacte, et donc on peut avoir des opinions différentes, on peut émettre des thèses qui sont différentes. Et voilà, pour vous prendre un exemple un peu grossier, si vous aviez travaillé sur le cours de Jean-Luc Mélenchon, je n'irais pas vous conseiller d'acheter le manuel de Marine Le Pen, hein. Même si ça traite de la même question. Donc, c'est évidemment un peu caricatural ce que je dis, puisque la divergence d'opinion est moins tranchée, sans doute, dans les études de droit, mais quand même, il y a une manière d'expliquer les choses qui sont différentes et d'aborder certaines notions qui sont également différentes. Donc, mieux vaut connaître en fait la thèse qui est soutenue par votre prof, et puis aussi parce que euh, avoir le manuel qui correspond en fait à votre cours, le cours que vous allez recevoir en amphi, ça vous permet de vous y retrouver. Alors que si vous achetez un manuel qui présente les choses vraiment de manière différente, il va falloir retrouver par vous-même les passages du livre, du manuel, qui correspondent à la partie que vous êtes en train de travailler dans le cours, et ça va compliquer votre tâche. Au moins, si vous avez le manuel du prof, eh bien, vous avez le même plan, et donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace de travailler dedans. Ensuite, si votre prof n'est pas l'auteur d'un manuel, il est probable quand même qu'il ait monté son cours avec un manuel de droit. Et donc là, pour retrouver quel est ce manuel, d'abord, vous pouvez un peu glaner des informations. On peut demander à son chercheur de TD, on peut demander aussi au prof d'amphi entre deux cours. Moi, ça m'est arrivé hein, de montrer sur la chaire pour lui
posé tout simplement la question de savoir s'il n'avait pas un manuel en particulier à me recommander. Et les profs qui répondent, les profs qui ne répondent pas, bon, on peut tenter le coup. Et puis aussi, on peut regarder le plan de son cours. Assez vite, on va s'apercevoir que le plan de son cours correspond au plan d'un manuel en particulier. Et donc, on peut être à peu près sûr que c'est ce manuel qui est son outil de travail pour monter son cours. Clara, toi, tu faisais comment, justement, pour cette question? C'est une question qui est récurrente, non? Encore aujourd'hui, les étudiants se Oui, demandent. oui, c'est vrai que euh, certains étudiants se demandent s'ils doivent acheter un manuel en plus du cours d'amphi. Hmm, Effectivement, moi, pareil, je conseille ce qu'on m'avait déjà dit, moi, à l'époque, c'est-à-dire soit on achète le livre du professeur, ou même l'emprunter d'ailleurs, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter. Les bibliothèques universitaires sont là pour ça. Et on emprunte. On peut même maintenant les lire sur Internet. Donc, c'est pas forcément la peine, à moins d'avoir envie de pouvoir surligner, d'écrire des choses dessus, pas forcément la peine de l'acheter. hmm, Mais ce que je conseille, c'est quand même peut-être d'acheter une petite constitution parce que c'est toujours important de l'avoir, mais ça, c'est pas un manuel à proprement parler, c'est plus pour pouvoir suivre le cours de droit constitutionnel de première année. hmm, hmm. Ah, tout à fait. Alors, j'ajouterais une chose, c'est que ces manuels, souvent, sont très volumineux, ce qui peut faire peur, pardon, aux étudiants. Alors, c'est la raison pour laquelle, justement, à Mission Droit, on a une plateforme qui met à disposition des manuels qui ont été spécialement conçus justement pour les étudiants de L1, L2 et L3 et qui sont très complets, mais qui sont moins volumineux hein, que le Précidalos, qui va faire généralement plusieurs centaines de pages en introduction au droit ou en droit des obligations. Et donc, en étant inscrit justement à Mission Droit, on a toutes les matières que l'on doit travailler avec des manuels. Il n'empêche que ça reste quand même important hein, de travailler dans les manuels qui ont servi à vos enseignants pour monter leur cours. Euh, Dorothée, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ces outils? Alors, au sujet des manuels, j'ajouterai deux choses. La première, c'est que je vous conseille de ne pas vous précipiter sur l'achat de ce manuel Et voilà, oui, bien sûr. pour trouver le manuel en question dont Mathieu parlait, qui va être propre à votre fac, propre à votre prof. Donc ça, nous, on ne pourra pas vous le dire tout de suite. Donc, on ne se précipite pas. Et la deuxième chose, c'est je vous conseille de ne pas multiplier les manuels. Mm, mm. Un, ça suffit, parce que de toute façon, en première année, on n'attend pas de vous que vous deveniez des spécialistes de la matière. On attend de vous que vous maîtrisiez les cadres, les grands principes. Donc, on choisit un manuel, le bon, et on ne se précipite pas. Voilà. Merci beaucoup pour ce conseil, Dorothée. Alors, travailler avec les bons supports, on a vu, c'est notamment donc avoir un ordinateur et on a parlé un petit peu déjà il y a un mois et tout à l'heure de la prise de notes et la question de savoir s'il vaut mieux prendre les notes à l'ordinateur ou les notes à la main. Euh, en réalité, il y a des avantages et il y a des inconvénients pour la prise de notes à la main et la prise de notes à l'ordinateur. Et souvent, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Si je prends par exemple les avantages de la prise de notes à la main, c'est qu'on a un meilleur niveau de concentration et réciproquement, donc quand on prend les notes à l'ordinateur, le niveau de concentration est un petit peu inférieur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on prend les notes à la main, on note moins vite et donc on est obligé de faire une synthèse de ce que dit le prof. Donc on ne peut prendre les notes que si on a vraiment une concentration qui permette de faire cette synthèse. Alors que quand on note, enfin on prend les notes à l'ordinateur, on peut se mettre un peu en mode pilotage automatique. Les doigts vont prendre tout seuls le cours du prof, mais le cerveau il est plus tout à fait connecté. Donc, l'intérêt de prendre les notes à la main, c'est qu'à la fin du cours, on a déjà fait un petit effort, enfin, on a fourni un effort de concentration et on a déjà fait un petit pas dans la mémorisation du cours.
Alors que quand on a voilà, pris des notes à l'ordinateur, il y a souvent un peu plus de travail de mémorisation à faire. Et puis, autre avantage de la prise de notes à la main, c'est que eh bien, ça maintient l'habitude d'écrire à la main. Et quand on doit passer des interrogations, des galops d'essai ou des partiels, c'est très important de continuer à savoir écrire vite et proprement. Et quand on arrête complètement d'écrire à la main et qu'on ne fait que de la prise de notes à l'ordinateur, c'est un risque sérieux parce qu'en fait, on désapprend très vite en fait, à écrire rapidement. Euh, En revanche, on a quand même des avantages hein, pour la prise de notes à l'ordinateur. D'abord, on a une mise en page généralement qui est quand même beaucoup plus soignée que la prise de notes à la main, euh, parce que l'ordinateur, évidemment, permet de mettre de la couleur facilement, de surligner, de souligner, d'encadrer, de changer de police. Donc, à la fin, on a un support de travail qui est plus agréable que quand on doit travailler sur une prise de notes à la main. Euh, Ensuite, autre avantage, c'est que bah, c'est justement ce que je disais sur la prise de notes à la main, c'est qu'on tape beaucoup plus vite. Donc, on va avoir un cours qui va être plus complet. Et souvent, j'entends, et ça a été mon cas aussi quand j'étais à la fac, je vous rassure, souvent, quand on décroche, parce que ça va un peu trop vite, on va avoir des trous dans le cours. Et donc, il va falloir combler les trous en prenant la prise de notes des copains. Et donc, ça peut être aussi problématique. Alors, c'est quelque chose qui se règle avec l'habitude. On note de plus en plus vite. Et puis, ensuite, on arrive à prendre des cours qui sont complets et propres, etc. Mais au début, on peut rencontrer quand même cette difficulté qu'on a beaucoup moins quand on prend les notes à l'ordinateur parce qu'encore une fois, ça permet d'aller plus vite. Et puis, je dirais qu'il y a ensuite deux autres avantages qui sont vraiment intéressants. C'est que il y a un archivage qui est beaucoup plus facile quand on prend les notes à l'ordinateur parce qu'on se crée des dossiers, des sous-dossiers, matière par matière, année par année. Et on peut conserver ces dossiers de manière beaucoup plus sûre également. À cet égard, je vous conseille bien sûr hein, d'avoir vos dossiers dans un cloud, mais aussi sur un disque dur, voire sur une clé USB ou voilà, un deuxième disque dur. Mais il faut aussi utiliser le cloud. Et on a du coup une meilleure accessibilité, hein, puisque grâce au cloud, vous allez pouvoir vous connecter à vos cours n'importe où à partir du moment où vous avez une connexion Internet et un ordinateur. Donc, on a accès à ces cours de manière beaucoup plus efficace quand on les prend à l'ordinateur. Donc, je dirais que le bon combo, très certainement, c'est de faire les deux. C'est de faire les deux. Et là, on peut avoir plusieurs écoles. Moi, ce que je faisais personnellement, c'est que je prenais mes cours à la main, je les notais à la main, et je les retapais ensuite à l'ordinateur. Ça me demandait un petit peu de temps, mais j'avais les avantages de la prise de notes à la main et les avantages de la prise de notes à l'ordinateur. Ça demande, encore une fois, un peu plus de temps, mais c'est pas une perte de temps, parce que le fait de retaper son cours, ça permet de l'apprendre aussi. Euh, et si vous prenez directement vos cours à l'ordinateur, c'est très bien, hein, je vais pas vous le déconseiller, de plus en plus d'étudiants le font, mais dans ce cas, moi je vous conseille effectivement, comme le disait Clara tout à l'heure, de préparer vos TD à la main pour continuer à écrire, et notamment de faire vos devoirs maison, de les faire à la main pour continuer à écrire. C'est très important. Et tout à l'heure, Dorothée parlait de faire des fiches de cours pour travailler. Là aussi, les fiches de cours peuvent à ce moment-là être faites à la main. Euh, L'idéal, c'est de faire les deux. Peut-être, Dorothée, tu as quelque Alors, chose à ajouter. sur ce point, je pense que... Alors, c'est vrai que ça dépend de chacun, en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui vont plus être à l'aise avec l'ordi, d'autres peut-être un peu moins. Dans tous les cas, je pense que voilà, ce qu'il ne faut pas, c'est être dans l'extrême. C'est-à-dire soit être complètement full ordinateur et ne plus écrire,
soit ne pas s'habituer à l'usage de l'ordinateur. Donc, il faut avoir un petit peu un pied dans les deux et bien comprendre que votre prise de notes en cours, vos notes, c'est pas un produit fini. C'est en fait un produit brut que vous allez forcément retravailler. Donc, soit, comme l'a dit Mathieu, on prend le cours à la main et on le retravaille à l'ordi, soit on le prend directement à l'ordi, mais on va le retravailler parce qu'on va l'enrichir, parce qu'on va le mettre en page. Donc, il faut vraiment vous dire que la prise de notes, c'est effectivement extrêmement important, mais ce qui est aussi très important, c'est ce qui va se passer après et comment vous allez vous approprier votre prise de notes, Hmm. que ce soit à l'ordi ou à la main. Hmm. Je rebondis sur ce que tu disais. Quand on dit qu'il est important de prendre ses notes à la main ou à l'ordinateur, ça présuppose qu'on aille en cours. Parce que ça aussi, une question qui se pose, c'est que en amphi, on ne va pas remarquer votre absence. Il n'y a pas d'appel. Je veux dire, il y a plusieurs centaines de personnes. Bon. Donc, il y a là aussi, assez vite, vous allez voir qu'il y a deux teams. La team des étudiants qui disent, moi j'ai un manuel, j'ai investi dedans, en plus c'est le manuel du prof, j'ai pas besoin d'aller en cours, je vais directement travailler dans le manuel, ça me fera gagner du temps. Et puis la team de ceux qui se disent, je vais quand même aller en cours. Et pour faire écho à ce que disait Dorothée, ce que vous devez comprendre, c'est que votre prof d'amphi, il va avoir 36 fois 50 minutes. C'est même pas 36 heures, c'est 36 fois 50 minutes pour pour traiter le programme d'une matière qui est traitée dans un manuel en à peu près 400 à 600 pages. Et à la fin, vous allez avoir, si vous prenez très très bien vos notes, à l'ordinateur, vous allez avoir à peu près 100-120 pages de prise de notes. Pour les profs qui vont très très vite et pour les étudiants qui tapent très très vite, j'ai déjà vu des cours qui faisaient 180 pages. Mais c'est énorme, 180 pages. Ça tourne généralement plutôt autour de 100-120 pages. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que en 36 fois 50 minutes, le prof, il ne peut faire qu'une synthèse de la matière. Voilà pourquoi, en fait, c'est de la matière brute quand on a une prise de notes et qu'il faut la compléter avec un manuel. Il faut enrichir votre prise de notes parce que à la fin, au partiel, on ne peut pas attendre de vous que vous n'ayez que la synthèse. Il aura fallu, en fait, travailler sur le programme. On vous demande de connaître le programme. Et donc, aller en cours, c'est bénéficier de l'expérience de votre prof qui vous fait une synthèse de la matière. Donc, si vous pensez être meilleur que votre prof et pouvoir faire une meilleure synthèse, faites-vous plaisir. Mais je ne pense pas que ce soit possible en fait en L1 ou en L2, ni même en L3. On manque encore d'expérience. Euh, et puis, votre prof, il va faire des choix aussi. Il y a des parties du programme qu'il ne traitera pas ou qui ne traitera pas aussi longuement que dans un manuel. Donc, il faut connaître ces choix qui sont faits par vos enseignants. Et puis enfin, travailler sur un cours qui a été pris en amphi, c'est travailler sur ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est de commencer par justement la synthèse, ce qui vous dégrossit le terrain, ça vous facilite les choses et ça vous permet ensuite de travailler un peu plus sur le détail. Alors que si vous démarrez directement sur votre manuel, vous allez directement avoir une multitude de détails et vous ne saurez pas aussi bien faire en fait le tri que votre enseignant. Donc oui, une prise de notes en amphi, c'est de la matière brute et ensuite ça s'enrichit. Clara, c'est tout bon pour toi? Oui, c'est tout bon pour moi. Je réenchéris un peu sur une question qui a été posée. C'était la question de savoir si on conseillait plutôt un cahier ou un lutin. Vraiment, je le redis ici, c'est propre à chacun. Hmm. Chacun a sa propre méthode. Pour les fiches, le but étant de faire quelque chose de plutôt concis. C'est pas que pour faire joli, hein, c'est pour les apprendre derrière. Donc, on peut mettre plein de couleurs, mais faut que ça serve à quelque chose. Je pense que c'est important de le préciser. Sinon, après, vraiment, vous faites comme vous voulez, hein. Pour les supports, tant que ça sert, après, c'est l'essentiel. Ok, merci beaucoup. On passe au deuxième conseil, organiser son travail. Alors,
Organiser son travail, c'est tout d'abord trouver un lieu de travail adapté. Bon, là-dessus, on peut aller relativement vite. On peut penser à deux lieux de travail. D'abord, la bibliothèque ou une salle de travail à l'université, voilà. Ou alors son domicile. Et c'est pas où d'ailleurs, ça peut être et son domicile. Dans tous les cas, il faut que vous trouviez le lieu dans lequel vous vous sentez le mieux pour travailler et dans lequel vous pensez être le moins perturbé. L'avantage de la bibliothèque, c'est que il y a une ambiance de travail. On voit les autres travailler. Ça peut être motivant hein, de se dire que les autres travaillent et donc il faut aussi travailler. Et quand on est à son domicile, l'inconvénient principal, je dirais aujourd'hui, c'est les réseaux, le portable, Internet. On peut être très vite en fait dérangé. Alors, on peut l'être aussi à la bibliothèque. Hein. Je vois bien moi les étudiants en bibliothèque avec leur smartphone scroller pour aller voir ce qui se passe sur Instagram. Donc il y a ce danger, il existe aussi. Mais je dirais il est renforcé certainement quand on est à son domicile. Parce qu'en réalité, on n'a pas les autres autour de soi pour se rappeler que on était censé travailler. Et quand on est à son domicile, on peut perdre un peu la notion du temps et passer 1 heure, 2 heures sur les réseaux sociaux et ne pas se rendre compte du tout hein, qu'on a passé autant de temps. Quand on a du monde autour de soi qui est en train de travailler, on est vite rappelé à l'ordre quand même. Mais là aussi, peut-être que Dorothée, tu voudrais compléter. Alors, l'organisation du travail, alors déjà, c'est la base, parce que c'est vrai que ben, commencer des études de droit, ce qui est clair, c'est que ça ne s'improvise pas, qu'il faut être organisé et que ça se prépare. Donc, forcément, c'est hyper important. Après, par définition, le droit pour vous, c'est nouveau. Vous ne connaissez pas encore le monde de la fac, etc. Donc moi, je pense qu'il faut tester. Il faut voir ce qui déjà vous convient. On va très rapidement tester ça dès le début du semestre, hein. Vous allez quand même, je pense, rapidement vous rendre compte si vous êtes plutôt team bibliothèque ou team maison. Et ensuite, c'est vrai que c'est en fonction de ce qui va vous convenir à vous. Après, il y a évidemment des grands principes d'organisation qui ont fait leurs preuves, que nous connaissons, que nous vous transmettrons. Mais évidemment, l'organisation, c'est extrêmement important. Hmm. Clara? J'ai rien à ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que Dorothée vient de dire. Toi, tu étais plutôt team bibliothèque ou team maison? Je dirais team bibliothèque, surtout la bibliothèque de ma fac parce qu'elle était assez pratique. Oui. Et même encore aujourd'hui, je le vois, hein, avec les années, on est plus efficace à la bibliothèque que chez soi. Merci de cette honnêteté. Ensuite, il y a un autre conseil, c'est d'adopter la bonne stratégie. Par là, il y a plusieurs points à relever. D'abord, adopter la bonne stratégie, c'est de ne pas prendre de retard au début de l'année. Et je le dis parce que c'est un travers dans lequel tombent pas mal d'étudiants qui arrivent à la fac de droit et qui se sentent portés par un vent de liberté. Ça y est, on n'est plus en classe au lycée, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, on a plein d'espoir dans l'avenir, c'est formidable, il n'y a plus d'appel, donc il y a voilà, moins de pression sur les épaules et on se dit, bon, très bien. Quand il y aura les TD, je vais me mettre à travailler, mais en attendant, il n'y a que des cours magistraux, donc ça va, j'y vais plutôt mollo, on va y aller crescendo. Ça, c'est vraiment une erreur à éviter parce que vous allez ensuite passer votre année à courir derrière le temps et à avoir du mal à rattraper votre retard. Et c'est justement l'un des enfin, principaux, mais intérêts vraiment importants des stages de pré-rentrée qu'on propose, notamment à Mission Droit, c'est qu'avant justement de rentrer à la fac,
voilà, de se faire un petit peu violence, d'avoir une semaine de stage assez intensive où on a beaucoup de cours, mais au moins on arrive à la fac dans le rythme, on est lancé, j'ai envie de dire, on est lancé. Et dès les premiers cours magistraux, bah voilà, on est à l'attaque et on ne prend pas de retard. Et quand arrive ensuite la préparation des élèves, ben, tout ce qui a été fait avant, c'est intégré et on n'a pas à y revenir. Et donc, on ne monte pas dans le train qui est en marche. On est, voilà, on est monté dans un train qui était à l'arrêt et on est déjà dans le train. Donc ça, voilà, c'est vraiment un point hyper important. Je ne sais pas si toi, tu as expérimenté ça, Clara. Euh, En L1, est-ce que tu as réussi à, à prendre le train directement? Non, effectivement, la L1, moi, j'avais pas connaissance de tout ce qu'on pouvait avoir à côté, c'est-à-dire l'accès comme ça à la bibliothèque, la prépa. Du coup, j'ai intégré. Pardon. Hop là. Oh, papa, excuse-moi, Clara, je t'ai désactivé le son, je voulais désactiver quelqu'un d'autre. Vous m'entendez? Oui, excuse-moi. Non, je disais que j'ai connu Mission Droit en L2 et je connaissais pas avant. Et du coup, j'ai fait effectivement le stage de pré-rentrée pour la L2, ce qui m'a changé la vie, ce qui m'a changé la vision des cours et ma manière de travailler. Donc, c'est Hmm. vrai que je conseille ce stage de pré-rentrée qui nous permet d'arriver dès le premier semestre un peu plus serein sur l'année. Ouais. Euh, Autre point sur la stratégie, c'est de se faire un planning de travail intelligent. Euh, et quand je dis intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord un planning qui est adapté pour travailler sur le cours, pour préparer la fiche de TD et pour préparer le devoir maison. Euh, Ce que vous allez euh, euh, assez vite voir en arrivant à la fac de droit, c'est que vous avez un planning qui est un peu comme un gruyère. Donc vous avez des plages euh, où aucun cours n'est prévu. Donc évidemment, il ne s'agit pas bah, justement d'aller traîner sur les réseaux sociaux ou d'aller au café avec les copains pour profiter du bon temps. Ces plages doivent être utilisées impérativement au travail personnel. Et il y aura beaucoup de travail personnel pour réussir vos études de droit. Et on va avoir des plages parfois qui vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois c'est 4 heures, parfois c'est la journée entière où il n'y a pas de cours. Donc, en fonction de l'importance de ces plages, vous devez vous dire, là, je vais l'utiliser pour travailler sur mon cours. Là, je vais. Donc, et idéalement, les petites plages sont bien pour cela. Parce que mémoriser un cours, ça demande un effort relativement important. Euh, et on a une concentration qui commence à décliner au bout de 45 minutes, on le sait. Bon. Donc, faire un travail de mémorisation plus de 45 minutes, ça commence à devenir problématique. Il va falloir faire une pause et puis recommencer un peu après. Donc, si vous avez une plage d'une heure, c'est parfait. Prenez ce temps justement pour mémoriser votre cours, pour travailler sur votre cours. Si vous avez à préparer votre fiche de TD, enfin, si vous voulez trouver une plage pour préparer votre fiche de TD, là, pour le coup, prenez un peu plus de temps, une plage un peu plus conséquente, parce que lire les documents de la fiche et en faire des synthèses, on va le voir, ça va vous prendre 2 à 3 heures minimum. Donc, il faut là aussi éviter de segmenter ce travail de lecture des fiches de RR parce que, vous savez, une fiche de TD, c'est comment dire, c'est une sorte d'ensemble qui est cohérent. C'est-à-dire que les documents sont cohérents les uns avec les autres, ils ont une place qui a été pensée par votre enseignant. Et si on segmente la lecture de la fiche d'arrêt que vous devez préparer, le risque, c'est que vous ne vous souveniez plus vraiment de ce que vous avez lu avant et que vous fassiez moins les liens entre les différents documents. Si vous devez vous préparer votre devoir maison, c'est pareil. Faire un devoir maison, comme une dissertation par exemple, ça demande un effort de concentration assez important, mais surtout de la cohérence. De la cohérence dans ce que vous allez écrire, dans ce que vous allez échafauder comme plan. Et donc là aussi, il faut éviter de segmenter parce que
euh, quand on mène un raisonnement, eh bien, c'est une succession d'étapes. Si vous devez, à un instant T, reprendre votre raisonnement à l'étape numéro 3 ou 4, il faudra que vous vous rappeliez bien quelles étaient les deux premières étapes du raisonnement. Et il y a une remise en route qui est forcément un petit peu plus lente. Donc, il vaut mieux faire son devoir maison d'une traite ou en deux temps, mais pas plus. Et donc, se trouver des plages qui sont relativement importantes. Là-dessus, Clara, toi, tu procédais comment avec ton planning? Est-ce que ce que je viens d'expliquer fait sens ou est-ce que dans l'organisation, ça reste quand même compliqué de mettre ça en place et est-ce que tu aurais donc des conseils à donner par rapport à ça? Non, non, c'est pas, en soi, c'est pas difficile. Le tout, c'est effectivement de prendre de l'avance parce que dans les premières semaines de cours, on n'a pas encore les TD. Je sais pas si si ça s'applique comme ça dans toutes les facs, mais les quelques premières semaines, on n'a que des cours magistraux, ce qui nous permet déjà un peu de prendre de l'avance et de pouvoir préparer sa première séance de TD un peu plus sereinement. Après, comme on, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment une question d'organisation. Vous allez essayer une organisation au début qui ne sera pas forcément la bonne. Le tout, c'est de trouver au fur et à mesure de l'année, plutôt sur le premier semestre. Comme ça, après, une fois que ça roule, on ne change pas son organisation de travail, mais moi, je me souviens au premier semestre, j'avais essayé quelque chose, puis je me suis vite sentie débordée. J'ai pas pu tout faire comme je voulais, et puis j'ai changé, et après, j'ai gardé la même organisation, et tout va bien ensuite. Oui, on s'adapte par Ouais, rapport au début, on va évidemment un petit peu tâtonner, mais il faut avoir cette volonté de se faire un planning de travail, ouais. essayer de s'y tenir, et puis ensuite, bien sûr, on adapte. Hein, c'est pas la loi des 12 tables, hein, voilà, c'est pas immuable, mais vous devez avoir cette volonté. Alexandre, la notion de TD, on va l'aborder dans quelques instants. Je remets à plus tard la réponse à votre question. Euh, et puis enfin, il y a un dernier point stratégique, et là aussi, vos points de vue, Clara et Dorothée, m'intéressent, c'est de se concentrer sur les matières fondamentales. Euh, Me semble-t-il, hein, c'était en tout cas notre ressenti quand moi j'étais étudiant, mais encore une fois, j'ai été étudiant il y a maintenant 25 ans, donc ça remonte, mais euh, on était assez obnubilé par nos matières fondamentales et beaucoup de nos efforts étaient concentrés sur ces matières fondamentales qui, selon les facs, sont au nombre de deux ou trois par semestre. Et les matières fondamentales, c'est ce qui a le plus gros coefficient. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle les étudiants généralement se concentrent sur leur matière fondamentale. Est-ce que c'était ton cas également, Clara? Oui, en fait, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde parce qu'on est vite débordé avec les TD. Alexandre demandait ce que c'était. C'est les travaux dirigés. C'est en fait, on a les cours magistraux et avec les cours magistraux, on a des travaux dirigés. Ce sont des cours en petite classe sur les matières fondamentales, donc sur les matières, on va dire, principales. Et c'est vrai qu'on est assez vite, on se sent assez vite dépassé parce qu'on a des devoirs à faire en travaux dirigés. Du coup, on privilégie forcément les matières fondamentales, ce qui n'est pas forcément le choix intelligent parce que délaisser les matières complémentaires, donc les petites matières qui ne sont pas des matières ATD, euh, peuvent un peu nous pénaliser par rapport aux partiels parce que c'est quand même des points à avoir pour valider notre semestre. Ce d'autant que sur ces matières complémentaires, il n'y a précisément pas de TD, donc pas de note de contrôle continu. On n'a qu'une seule note et donc on n'a pas tellement le droit non plus à l'erreur. Donc non seulement il y a des des points à aller chercher, mais il faut éviter d'en perdre des points C'est sur ces. vrai. Dorothée?
Sur ce point, moi je dirais que lorsque vous allez démarrer le droit et que vous allez découvrir ce monde merveilleux, vous allez apprendre des nouvelles choses sur le fond et aussi des nouveaux exercices. Et en fait, le droit, ben, c'est comme tout dans la vie, il n'y a rien de pire que de prendre des mauvaises habitudes, parce qu'après, on n'arrive pas à s'en défaire. Et si vous prenez des mauvaises habitudes parce que pas pris le train en marche, pas travaillé assez régulièrement, délaissé les matières fondamentales, là, par contre, aux examens, ça peut poser des problèmes en termes de notes. Parce que forcément, si on s'est pas assez entraîné, si on n'a pas assez travaillé régulièrement sur les matières fondamentales par rapport aux exercices qui vont vous être demandés, ça peut être plus difficile à rattraper qu'une matière dite complémentaire sur laquelle vous n'allez pas forcément être interrogé sur le même type d'exercice. Hmm. Donc, très très important de ne surtout pas prendre de retard et effectivement de surtout pas laisser de retard s'accumuler sur les matières fondamentales pour tout de suite prendre les bons réflexes, les bons automatismes. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il reste peu de temps, hein, pour les matières complémentaires, mais là aussi, la régularité va être très importante. Comme le disait Clara, pour ne pas arriver en touriste au partiel des matières complémentaires. Donc, le conseil qu'on peut donner, eh bien, c'est tout simplement de tenir à jour vos matières complémentaires. C'est-à-dire que une fois que vous êtes sorti de CM, cours magistral, de ces matières complémentaires, de ficher votre cours. Voilà. Sans forcément chercher encore à le mémoriser à chaque semaine, vraiment d'apprendre, etc. Parce qu'encore une fois, il vous manquera du temps, mais de tenir à jour vos matières complémentaires pour que, au moins, quand vous arriverez à la semaine où il faudra réviser ces matières complémentaires, vous ayez des supports de travail qui soient euh, propres, complets, et que vous n'ayez plus à vous demander si il faut aller chercher ailleurs des outils pour travailler. Non, vous vous êtes préparé régulièrement pendant l'année votre outil de travail pour réviser et mettre le turbo au moment où il faudra réviser ces matières complémentaires. Et là aussi, l'importance d'assister au cours des matières complémentaires, Et oui. puisque le cours, lorsqu'on l'entend, ben, on l'apprend aussi en même temps et on le retient. Donc c'est extrêmement important. D'autant plus que souvent, les profs donnent des infos quand même assez importantes en cours sur les examens. Mm. Raison de plus d'y aller. Exactement. Troisième conseil, d'ordre général, c'est de soigner le contrôle continu. Alors là, on va revenir justement sur les travaux dirigés pour répondre à Alexandre. Pour soigner la note de contrôle continu, on l'a déjà dit, il va falloir travailler régulièrement. Euh, Là, en quelques mots, je voudrais que vous ayez un ordre d'idée de ce qu'il faudra faire pour bien préparer une séance de travaux dirigés. Bien préparer une séance de travaux dirigés, ça va vous prendre environ 10 heures, 10 heures de travail. C'est évidemment un ordre d'idée. Ça peut être parfois un peu moins, ça peut être aussi parfois un peu plus. Un ordre d'idée. Pourquoi je dis 10 heures? Parce que pour travailler une séance de TD, d'abord, il va falloir bien sûr apprendre le cours et le comprendre. Le cours qui est relatif au thème de la séance de TD que vous devez travailler. Chaque semaine, vous allez avoir des fiches de TD qui ont des thèmes différents. Une fiche de TD sur la loi, une fiche de TD sur la jurisprudence, une fiche de TD sur la distinction entre le droit et la morale, une fiche de TD sur les conflits de loi dans le temps, etc., etc. Et pour chaque thème de ces fiches de TD, vous avez un cours qui vous a été donné en amphi par votre prof. Généralement, le prof d'amphi a 2 semaines d'avance. C'est parfois un rythme qu'il perd lui-même un petit peu et parfois il a même du retard en amphi par rapport au TD. Donc là, ça devient problématique. Mais en théorie, votre prof vous a déjà délivré en amphi le cours dont vous avez besoin pour travailler sur la séance de TD. Donc il faut comprendre et apprendre ce cours et y passer 2 à 3 heures. Peut-être que Clara me démentira, mais je pense que c'est quand même pas complètement déconnant. Ça, voilà, ça demande quand même un travail de mémorisation. Toi, tu arrivais à aller plus vite ou même tu me dis non, je passais plus de temps à apprendre le cours. Non,
j'ai pas fait de calcul très Ouais, honnêtement, mais dans la globalité, c'est vrai que c'est quelques heures quand même à consacrer pour chaque matière. Après, voilà, tout dépend comment on s'organise. Si effectivement on prend la prépa à côté, ça nous aide, mais c'est aussi des heures de travail à prendre en compte. Donc voilà, il y a quand même quelques heures de travail en sortant de la fac, effectivement. ouais, ça c'est certain. Ensuite, il y a une deuxième étape. Une fois qu'on a mémorisé le cours et qu'on a on va dire, les connaissances pour pouvoir traiter la séance, il va falloir lire, fichier et documents et faire le lien avec le cours. Et là, bon, je dis 2-3 heures, et encore une fois, je ne suis pas hyper généreux, hein. 2-3 heures, c'est pour un étudiant qui travaille relativement vite. Euh, D'abord, lire les documents, au début de la L1, ça risque de vous demander un peu plus de temps, parce que je vous assure que si vous allez lire un arrêt de la Cour de cassation, rien que lire un seul arrêt, parfois ça vous prendra 1 heure, parce que vous n'allez rien comprendre, et vous allez relire 10 fois les phrases, et au bout d'1 heure, vous aurez à peu près compris, vous aurez l'impression d'avoir compris. Et des arrêts, il peut y en avoir 4, 5, 10, 20 dans une fiche de TD. Donc je vous laisse entrevoir le temps que cela peut prendre de lire les documents d'une fiche de TD. Puis, ce n'est pas tout. Une fois qu'on a lu les documents, il faut, et ce sera très important, les ficher pour en conserver en fait une trace qui sera exploitable pour les partiels. Parce que travailler sur cette idée, c'est également préparer en amont les partiels que vous allez devoir passer, puisque durant ces partiels, durant ces examens, vous devrez faire des références à des documents sur lesquels vous avez travaillé pendant l'année. Et si vous n'avez pas fiché ces documents, je vous souhaite bon courage pour, au moment de réviser vos partiels, reprendre l'intégralité de vos fiches et les relire. Ce ne sera pas possible. Donc, il faudra que vous ayez là aussi préparé des supports de travail pour pouvoir réviser efficacement vos partiels. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous avez fait ça, il faut également faire le lien avec le cours. Et là aussi, ça demande souvent au début beaucoup de réflexion de la part des étudiants parce que ce n'est pas toujours évident. Pourquoi tel document se trouve dans une fiche de TD qui porte sur les conflits de loi dans le temps? Parfois, l'étudiant ne voit pas du tout le rapport avec la thématique. Et c'est là, à mon avis, où principalement il peut y avoir un immense avantage à être en prépa. C'est qu'en réalité, ce lien, il est fait par un prof de prépa qui, quelque sorte, vous dit, voilà, c'est ça ce que tu dois comprendre. Donc, c'est là où être en prépa, ça fait gagner énormément, énormément de temps et on gagne aussi en efficacité parce qu'on ne fait pas fausse route, on est directement en fait sur les rails. Dorothée, toi, par rapport à l'accompagnement que euh, tu fais depuis maintenant des dizaines d'années, quel est ton ressenti par rapport au travail que fournissent les étudiants sur ces 2 points? Alors, ce qui est déjà très important, c'est effectivement déjà de comprendre que chaque TD demande effectivement des heures de travail. Et également, lorsque vous allez travailler vos TD, on ne peut pas raisonner en se disant le TD1 c'est ce thème, le TD2 c'est celui-ci, et faire abstraction à chaque fois de ce qu'on a vu avant. Parce qu'en réalité, euh, le droit, c'est un petit peu comme un puzzle où chaque thème va s'imbriquer dans l'autre. Et justement, lorsque je prépare les fiches de TD avec les étudiants, ce travail-là qui est de refaire le lien entre les différents thèmes de TD, de se poser des questions, de mettre les choses en lien les unes avec les autres, on le fait ensemble et ça aide aussi beaucoup à comprendre, à réfléchir sur les raisons pour lesquelles le droit a évolué, à bien comprendre les arrêts, les décisions. Donc, ce qui est certain, c'est que les TD, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment hyper important en première année. Et avant, je vous disais qu'on peut très vite prendre de mauvaises habitudes, et les TD, on peut très vite ne pas comprendre comment on lit un arrêt. Un arrêt, c'est une décision de justice. Hmm. C'est compliqué d'être étudiant en droit si on ne sait pas
lire une décision de justice. Sauf que en TD, le professeur, il va pas forcément avoir le temps d'expliquer 10 fois comment est-ce qu'on lit l'arrêt. Il va pas forcément avoir le temps de répondre à chaque étudiant. Et surtout, les étudiants vont pas toujours oser poser les questions. Et ça, si on ne le comprend pas, on va ensuite le traîner durant toutes ses études et c'est extrêmement handicapant. Donc c'est pour ça que les TD, c'est très 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 important et il faut, on peut pas, on peut pas faire autrement que d'y consacrer du temps, c'est essentiel. Merci Dorothée. Point suivant, les fiches de TD contiennent souvent un exercice. Donc là aussi, il faut faire l'exercice. Quand il y en a un, souvent, il faut y consacrer 4 à 5 heures. Donc, euh, parfois, en première année, je ne vais pas vous mentir, on a des exercices qui sont plus courts. Si on vous demande, par exemple, de faire une fiche de TD, c'est un exercice que une fiche d'arrêt, pardon, c'est un exercice que vous pouvez faire très certainement souvent, on prend du temps quand même, donc ça va être 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Et puis, la fois d'après, une fiche d'arrêt, vous la ferez en 3 quarts d'heure. Et puis à la fin, si vous êtes vraiment rodé à l'exercice, faire une fiche d'arrêt, ça vous prendra 10 minutes, 1 quart d'heure. Bon. Mais assez vite, vous allez avoir des exercices conséquents à faire, comme des dissertations, des commentaires de texte, des commentaires d'arrêt ou des cas pratiques. Et là, ce sont des exercices qui sont un peu formatés comme ce que vous aurez à l'examen, au jour du partiel. Simplement, il n'est pas question, évidemment, de vous mettre en situation d'examen et donc de vous restreindre à 3 heures pour faire l'exercice. Votre chargé de TD qui va corriger votre devoir maison sait que vous avez eu 1 semaine pour préparer le commentaire d'arrêt. Donc, si vous faites votre commentaire d'arrêt en 3 heures sans montrer à votre chargé de TD que vous avez fait de la recherche et que vous avez étayé vos propos avec des exemples un petit peu recherchés, il risque de vous sanctionner. Là aussi, il faudra bien soigner la présentation, etc. Donc, ça demandera du temps de faire ce devoir maison et il faut absolument tous les faire. C'est pour ça que j'écris dans ma présentation faire tous les devoirs maison parce que même lorsque vous êtes ramassé dès le deuxième TD et que vous savez que vous ne serez plus ramassé par la suite durant le semestre, il faudra continuer à faire quand même tous les devoirs maison comme si vous alliez être ramassé parce que tous ces devoirs maison, ce sont des entraînements pour le partiel. Et pour vous donner une image, c'est un petit peu comme si votre chargé de TD devez noter une seule fois dans le semestre votre entraînement pour la course de 100 mètres et qu'à la fin de l'année, vous avez la grande finale. Si vous êtes entraîné une seule fois aux 100 mètres, bah, vous risquez de rater la finale. Donc, même si c'est à la deuxième séance de TD qu'on a noté votre entraînement de la course de 100 mètres, les fois d'après, il faut continuer à vous entraîner à courir le 100 mètres pour être performant le jour de la finale. Donc, le partiel, voilà, c'est la finale, il ne faut pas la rater, ça se prépare. Et donc, ça se prépare notamment en faisant tous les devoirs maison. Et puis enfin, euh, tout ce travail régulier, cela va vous permettre de participer en TD. Et donc, la participation en TD, elle est aussi très importante parce que figurez-vous que votre chargé de TD, il a une marge de manœuvre dans la notation qu'il vous donnera à la fin. Et c'est une marge de manœuvre qui est très importante, parce que ça va dépendre des profs, mais la plupart des profs, qui sont un peu les directeurs des équipes de chargés de TD, donnent la possibilité d'augmenter la moyenne de 2 points, ce qui est considérable. Hein. Donc, si voilà, une catastrophe s'est produite, vous avez complètement raté votre galop d'essai ce qui vous plombe votre note de contrôle continu parce que vous avez eu 6 et que à la fin, bah, la moyenne arithmétique de votre contrôle continu, c'est 9, et bien votre chargé de TD peut vous sauver en vous donnant 11 de note comme note finale. Donc ça peut véritablement vous sauver. Donc c'est très important de participer en TD. Mais on ne peut participer en TD que si on a suffisamment de confiance et donc que si on a suffisamment travailler en amont. Donc là aussi, le travail régulier, c'est hyper important pour tous ces points.
Toi, Clara, t'arrivais à participer en TD? C'était dur au début, mais on se force en fait parce qu'on comprend assez vite que c'est essentiel pour obtenir quelques points de plus. Surtout, comme tu as dit, Mathieu, si jamais on est un peu juste, ça fait vraiment la différence. Ouais, d'accord. Exactement. Donc, j'accepte Yacine encore. Il y a encore un peu de monde qui se connecte, donc j'accepte au fur et à mesure. Bienvenue, Yacine. Je poursuis donc cette présentation. Donc, le travail régulier, on l'a dit, c'est très important. Et puis, il y a des moments dans l'année où il va falloir appuyer sur l'accélérateur. Et là, il y a plusieurs temps durant le semestre où il faut appuyer sur l'accélérateur. D'abord pour préparer son interrogation écrite. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire en particulier? Il faut retravailler, évidemment, le travail, la méthode et le vocabulaire juridique. Dans une interrogation écrite, ça va être surtout le vocabulaire juridique qui va être noté. Donc faites attention vraiment à ce point dès le début de l'année. Vraiment prenez le soin de travailler votre vocabulaire juridique. Et puis, dans une interrogation écrite, on arrivera à avoir une bonne note si on a une pensée qui est concise et qui est organisée. Et la manière de présenter, par exemple, les notions, ça va être souvent d'abord de définir, je qualifie, et puis ensuite, j'expose le régime. Et dans mon exposé du régime, d'abord, j'énonce le principe et ensuite, j'énumère les exceptions. Et si on voit toujours le même mouvement dans votre copie, eh bien, ça montrera une pensée qui est organisée et ce sera récompensé. Mais ça demande un petit peu d'entraînement. Donc là aussi, il faut prendre l'habitude très vite de euh, toujours réfléchir de la même manière et organiser votre pensée de la même manière. Et puis, autre temps où il va falloir appuyer sur l'accélérateur, c'est pour préparer votre galop d'essai. Alors, là, peut-être que aussi Clara ou Dorothée pourront vous préciser les choses, mais le galop d'essai, c'est vraiment le moment de stress intense pour les étudiants pendant le semestre. On sent une tension monter tout de suite hein, quand le galop d'essai s'approche. Ça fait souvent très peur. Et là aussi, il n'y a pas trop de mystère. On retrouve le triptyque, hein, travail, méthode, vocabulaire juridique. Mais en plus, là, il va falloir s'entraîner. C'est-à-dire que si votre galop d'essai, ce sera un commentaire d'arrêt, bah, de nouveau, hein, c'est comme pour la finale de 100 mètres. Il ne faut pas arriver à son galop d'essai en ayant pour la première fois, enfin, en faisant pour la première fois l'exercice qui est demandé. Donc, il faut absolument s'entraîner en amont. Dorothée, toi, tu coaches beaucoup les étudiants justement pour les galops d'essai. Oui. Alors c'est vrai que dans la vie d'un étudiant en droit, il y a des gros rushs hein, dans l'année et un de ces rushs les plus importants, c'est le galop d'essai qui approche. Donc évidemment, pour réussir son galop d'essai, il faut s'être entraîné avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à Mission Droit, on vous permet de rendre chaque semaine une copie. Et ça, c'est hyper important parce que il n'y a pas de secret. C'est qu'en s'entraînant que vous allez progresser et c'est aussi en étant corrigé. Parce que le chargé de TD va pas forcément corriger toutes les semaines votre copie, ni la ramasser toutes les semaines. Donc la correction, c'est hyper important. Donc préparer son galop d'essai, ça demande un gros investissement dans le temps proche du galop. Mais en fait, tout l'investissement que vous faites durant le semestre fait aussi partie de la préparation du galop d'essai et va vous faciliter la tâche. Donc vraiment, s'il y a un mot à retenir, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Clara, tu veux ajouter quelque chose? Non, je suis totalement d'accord avec Dorothée. Il n'y a que l'entraînement qui permettra d'arriver serein, que ce soit au galop d'essai ou même d'ailleurs au partiel, hein, pour, Oui, pour donner un peu une idée. En fait, le galop d'essai, c'est un bac blanc, ouais, mais ça compte dans la moyenne, donc c'est tout aussi important que le partiel et ça permet aussi d'arriver serein au partiel, non seulement parce qu'on s'est entraîné et que du coup on n'a pas trop de lacunes, mais aussi parce qu'on a quelques points entre guillemets d'avance qui nous permettent quand même de voilà d'être serein, je pense. Et oui. ce qui est aussi très Oui, important,
je pense, c'est en plus de s'entraîner, c'est vraiment de faire des débriefings sur les entraînements. Ouais. Parce que moi, je sais que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir des étudiants qui me disent je comprends pas pourquoi, j'ai corrigé leur copie, et ils me disent je comprends pas pourquoi c'est faux, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et en fait, on en discute, j'explique, on fait vraiment un vrai débriefing de la copie, et ensuite, il y a quelque chose qui s'est débloqué, quelque chose qui est compris, et du coup, ça va mieux. Donc, c'est pour ça que vraiment, je sais qu'on insiste là-dessus, mais c'est la base. Il faut s'entraîner. Ouais, ouais, tout à fait. Et s'entraîner, comme tu le disais, Clara, c'est également ce qui va permettre d'arriver serein au partiel. Et donc, ça me sert de transition, puisque le conseil numéro 4 justement, c'est également d'assurer les partiels. C'est un moment qui est particulier parce que, vous voyez, comme on le voit sur la photo, on va se retrouver à plusieurs centaines dans un amphi. Donc, il y a une ambiance un peu, justement, comme au baccalauréat. En fait, c'est pire qu'au baccalauréat, parce qu'au baccalauréat, finalement, aujourd'hui, on n'est pas dans des petites classes. Alors là, c'est vraiment voilà, une ambiance très, très particulière. Et pour assurer les partiels, là aussi, on peut donner plusieurs conseils. Premier conseil, c'est de maîtriser la méthodologie. Encore une fois, on retrouve dans le triptyque la méthodologie des exercices juridiques. Bon. Quand on arrive au partiel, on a tout le semestre derrière nous. Normalement, on a fait tous les devoirs maison, on a travaillé correctement la méthodologie, et même fait plus souvent que ce qui est demandé, c'est nécessaire. Donc, en principe, on pourrait se dire que c'est suffisant. Le problème, c'est que le jour du partiel, on a le stress qui peut nous faire faire des bêtises. Et je dirais que l'un des écueils dans lequel tombent pas mal d'étudiants, c'est de vouloir faire des choses un peu compliquées pour impressionner. Euh, le jour du partiel, vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures. Donc, c'est peu de temps et surtout avec le stress, on travaille probablement moins vite. Il y a le stress qui vient perturber un petit peu tout ça. Et on a souvent aussi cette impression que la grosse majorité des étudiants qui sont dans l'amphi, tout autour de soi, euh, vont faire un devoir type. Et on voudrait faire quelque chose de différent, de plus intelligent, de plus, voilà, de plus recherché. Et on perd un peu le sens des priorités. Moi, le conseil que je vous donne, c'est le jour du partiel, d'appliquer de la manière la plus simple possible la méthode que vous connaissez et sur laquelle vous vous êtes entraîné. Pour dire les choses autrement, si vous aviez une dissertation à faire, par exemple, et que il y a un plan de dissertation qui vous apparaît relativement vite et qui vous apparaît être relativement simple. Bah, prenez ce plan-là. Prenez-le et le conseil, c'est pas de faire quelque chose de simpliste, mais gardez ce plan qui est simple et améliorez-le. Améliorez-le avec du vocabulaire juridique, justement, en améliorant votre vocabulaire juridique. Mais passez du temps plutôt sur la forme plutôt que sur la construction une construction compliquée de votre plan. Et dites-vous une chose, c'est que votre correcteur, il aura des dizaines et des dizaines de copies à corriger. Si ce que vous faites est trop complexe, votre correcteur ne comprendra pas probablement. Il n'y a que vous qui comprendrez malheureusement ce que vous vouliez dire. Donc, il faut voilà, essayer de faire simple au maximum. Ça, c'est très important. Déjà, si vous arrivez à vous faire comprendre de votre correcteur, ce sera déjà très bien. Ça fait partie des qualités qu'on attend d'un juriste, c'est d'être clair et d'être compris. Si ce que vous faites est incompréhensible, vous ne pouvez pas avoir la moyenne, ça n'est pas possible. Donc, faites simple. Le deuxième conseil que je vous donne, bien, c'est de maîtriser le cours. Faire simple, ça ne veut pas dire être lacunaire. Bien au contraire. Il faut maîtriser le cours, donc il faut avoir bien travaillé son cours en amont pour être le plus précis possible. Mais vous voyez, cette combinaison, elle n'est pas évidente. Faire simple
en étant précis. Et c'est ça, en réalité, l'objectif à atteindre. Donc voilà, d'être simple et d'être précis. Et puis enfin, il faut maîtriser le vocabulaire. Mais en fait, c'est un tout le vocabulaire. C'est vraiment ce qui va vous permettre à la fois d'être simple, d'être précis. Mais à la fin, c'est ce qui vous permettra d'être clair en choisissant la bonne terminologie. Donc vous voyez, finalement, on retrouve ce triptyque, méthodologie, travail, vocabulaire. C'est les trois clés de la réussite de vos études de droit. Le travail, la méthodologie, le vocabulaire. Si vous avez compris ça à la fin de ce séminaire, bah, vous aurez compris ce qu'il faut faire en fait, pour réussir vos études de droit. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Ensuite, il faut mettre à exécution. Mais vous aurez compris ce qu'il faut faire pour réussir vos études de droit. Alors là aussi, peut-être que Dorothée, tu voudrais ajouter quelque chose ou amender quelque chose ou dire les choses autrement. Alors, bah, trois points qui sont évidemment hyper importants. J'en ajouterai peut-être un qui est, qui est en fait tout simplement bah, de ne pas oublier que le droit, c'est une matière vivante, une matière qui évolue et qui peut évoluer entre le moment où vous avez eu votre cours et le moment où vous allez avoir votre partiel. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est arrivé l'année dernière en L1. Il y a un énorme revirement de jurisprudence qui est arrivé quelques jours avant Noël, donc c'est-à-dire que les cours étaient terminés, les cours d'introduction au droit. Euh, la position des juridictions a changé juste avant l'examen. Et évidemment, vous ne revoyez plus le professeur entre la fin des cours et le partiel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce revirement a fait l'objet de sujets au partiel. Donc nous avions anticipé, Mathieu avait fait une super note sur cet arrêt et qui a été hyper précieuse pour les étudiants. Parce que ça, n'oubliez pas que, et c'est aussi ce qui fait la beauté du droit, c'est que, évidemment, méthode, maîtrise du cours, vocabulaire, indispensable, mais aussi ne pas oublier qu'on travaille avec une matière vivante qui peut évoluer, et donc ça nécessite ben, d'être toujours curieux, toujours sur le qui-vive, y compris entre le moment très traître de la fin des cours et du partiel. Oui, tout à fait. Et pour mettre en musique tout cela, ces trois conseils, la méthode, le cours et le vocabulaire, bah, de nouveau, et on le disait tout à l'heure, s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Si possible sur des annales, c'est-à-dire sur des sujets qui ont été donnés par votre professeur les années précédentes. Si c'est un autre prof, bon, vous pouvez vous entraîner si c'est le même type d'exercice, bien sûr, mais ça n'aura pas la même pertinence que si ce sont les sujets qui ont été déjà donnés par votre professeur. Parce qu'il y a une manière de poser les questions qui peut être particulière ou parce qu'il y a un type de sujet qui l'intéresse particulièrement. Et si vous n'avez pas d'anal, eh bien sur des sujets potentiels. Et donc là aussi, c'est bien de pouvoir en parler avec des profs qui sont expérimentés et qui comprennent assez vite qu'avec tel type de profs qui ont fait tel type de cours, eh bien c'est tel type d'examen, tel type de questions qui risque de tomber. Mais il faut essayer d'anticiper les sujets que vous allez avoir pour pouvoir vous entraîner dessus et que quand vous allez découvrir le sujet le jour du partiel, vous ne soyez qu'à moitié surpris. Clara, Dorothée? Non, je suis entièrement d'accord, hein. Effectivement, les entraînements sur des annales, sur des sujets qui correspondent aux attentes du prof, c'est indispensable. De toute façon, pour schématiser, hein, un sujet d'examen, soit ça va être un grand classique, auquel cas il faut s'entraîner sur des grands classiques. Ça tombe très souvent en première année, hein, ce type de sujet. Soit vous allez tomber sur des sujets plus originaux. Donc, il faut aussi s'être préparé à ça et s'entraîner aussi sur ce type de sujet. Dès lors qu'on s'est entraîné et qu'on a été corrigé et qu'on a compris ses erreurs sur des sujets qui correspondent aux critères de votre prof, vous avez mis toutes les chances de votre côté et il n'y a plus qu'à. Mais ce qui est vraiment important, c'est de s'entraîner. Merci Dorothée. Dernier point, je vous libère très vite maintenant, rassurez-vous. Le dernier conseil, c'est de prendre soin de soi.
J'en ai déjà parlé la fois dernière, donc on peut aller assez vite, mais le redire quand même parce que c'est important. Prendre soin de soi, c'est faire du sport. Alors, c'est pas non plus une religion, donc on peut très bien réussir des études de droit sans faire de sport, mais c'est faire du sport ou avoir une activité physique au moins qui vous permette d'évacuer du stress. Et puis, en l'occurrence, quand on fait du sport à l'université, je vous le rappelle, hein, ça peut vous apporter des crédits supplémentaires, donc c'est quand même toujours intéressant. Vous avez des tarifs avantageux. Et toujours cette idée d'un esprit sain dans un corps sain. Quand on fait du sport, ça permet d'évacuer encore une fois le stress. Et donc, c'est un très bon moyen de rester, eh bien, de rester serein. Et pour rester serein, c'est important aussi de s'entourer et de bien s'entourer. Et pas seulement de s'entourer d'étudiants, mais de s'entourer aussi de profs de droit pour pouvoir discuter avec eux. Et voilà, et c'est vraiment l'idée aussi qu'on a à Mission Droit, c'est de permettre à nos étudiants d'être entourés par d'autres étudiants, donc les tuteurs, les tutrices, d'être entourés par des profs de droit. Mais au-delà de, voilà, bénéficier de cet apport d'une prépa, vous pouvez aller voir des associations d'étudiants à votre université pour avoir des contacts, pour de nouveau pouvoir échanger avec des étudiants. Profitez également des activités culturelles, des loisirs, de vos soirées. Vous avez une carte d'étudiant, donc vous avez des avantages, notamment des avantages en termes de tarifs hein, pour aller dans les musées, je pense à ça notamment, et voilà, ça permet à la fois de s'instruire, de nourrir sa culture générale, ce qui est toujours très bon, hein, vous savez, pour une accroche dans une dissertation, hein, par exemple, d'avoir de cette culture générale. Et puis les soirées, bon, bien sûr, il faut un peu s'amuser aussi, raisonnablement, mais s'amuser un petit peu. Toi, Clara, c'était quoi ton rythme par rapport à tout cela? Tu es plutôt du type à être très sérieuse et à ne pas du tout sortir, ou tu sortais un petit peu? Comment tu arrivais à trouver cet équilibre entre justement avoir une vie sociale, continuer à avoir une vie sociale et puis quand même travailler pour tes études? Alors, ma vie sociale était franchement construite autour de la fac. C'est vrai que du coup, j'ai intégré la prépa et je me suis fait plein d'amis à la prépa. Donc, on restait, on travaillait ensemble, on sortait ensemble. Bon, après, on sortait pas énormément, mais c'était plus un choix personnel. Puis après, il y a eu le Covid. Ouais. C'est Ah, pas. Je ne suis pas le bon exemple, mais j'ai plein d'amis qui ont intégré des associations, qui ont fait plein de projets, que ce soit des projets sportifs ou même des projets associatifs. Et ils ont tout à fait réussi à cumuler les deux sans aucun problème. Donc oui, évidemment qu'on peut avoir une activité extrascolaire, avoir une vie un peu sociale. Faut pas s'inquiéter à ce sujet. et puis, dernier point, eh bien, ayez confiance en vous. Ne vous, pas d'inhibition, pas de, voilà, ne vous mettez pas de frein. Encore une fois, je vous l'ai dit, vous avez été sélectionné par Parcoursup, donc vous avez votre place. Et quand bien même le démarrage peut parfois être un peu poussif, un peu difficile, dites-vous que bah, toujours au bout du tunnel, il y a la lumière et je vous assure qu'avec tous les conseils qu'on vous a donnés et si vous les appliquez, même si au démarrage, ça pourra vous paraître un petit peu difficile comme étude, c'est tout à fait à votre portée. Donc voilà, faites-vous confiance. Voilà, je vous donne rendez-vous à présent pour notre prochain séminaire de l'étudiant en droit qui se déroulera le 15 mai 2024. Et donc, restez connectés. À très bientôt.